De retour dans votre émission à la bonne heure, et bien comme tous les mercredis, je vous laisse en compagnie de Bertrand, votre jardinier. Alors Bertrand, bonjour. Bonjour Katia. Bertrand, de quoi tu nous parles aujourd'hui, hein? Alors aujourd'hui, on va parler plantation et on va parler plantes de terre de bruyère, c'est-à-dire plantes des terrains acides, qu'on peut planter en ce moment. Donc on peut faire des jolis massifs. Donc il y a plusieurs plantes de terre de bruyère qui nous entourent. Avec la terre de bruyère, on va expliquer ce qu'est la terre de bruyère, évidemment. Avant ça, un petit clin d'œil. Donc on va voir le haricot. Le haricot, oui, tout à fait. Alors go pour le haricot. Effectivement, Katia, je vous parle du haricot. Alors le haricot qui se nomme en latin Phaseolus. Alors c'est une plante bien entendu médicinale, c'est un légume vert. Alors c'est un reminéralisant, c'est un tonifiant. Il y a du phosphore, du calcium, des vitamines B et C à l'intérieur, donc c'est conseillé, c'est même très diététique. Alors comme le veut la coutume, il y a une légende sur le haricot. Le haricot, en fait, c'est la légende de Jacques. Jacques et le haricot. C'est une légende anglaise. Donc Jacques vivait avec sa mère dans une ferme. Ils étaient très très pauvres. Et un beau jour, la seule vache de la ferme qui donnait du lait a cessé de donner du lait. Donc il a fallu aller vendre cette vache sur le marché. Donc sa mère, qui était très âgée, est restée à la maison et elle a envoyé Jacques, son fils, qui était un peu naïf, vendre la vache. Et donc sur le chemin, Jacques en fait a rencontré un escroc. Il lui a échangé sa vache contre un haricot magique, ce haricot. Voilà. Alors vous vous rendez compte, quand Jacques est rentré chez lui, alors qu'il était censé ramener 10 pièces d'or, il a ramené un simple haricot. Sa mère, évidemment, s'est effondrée. Alors Jacques a jeté le haricot par la fenêtre et est parti, lui aussi, effondré, se coucher. Et quand il s'est levé au petit matin, le haricot était devenu un grand arbre qui était passé au-dessus des nuages. Et donc, Jacques a eu l'idée, d'escalader le haricot. Et en fait, au-dessus des nuages, c'était la maison d'un ogre. Et donc une première fois, Jacques est allé chez l'ogre et il a volé un sac de pièces d'or. La seconde fois, il a volé une oie qui pondait des œufs en or. Et la troisième fois, il a volé une harpe qui était elle aussi en or. Mais simplement, l'ogre l'a vu. Alors l'ogre a poursuivi Jacques dans le haricot. Et la seule solution qu'a eu Jacques pour se sauver de l'ogre et ne pas se faire manger, c'est d'abattre le haricot. Et d'un même temps, évidemment, il a tué l'ogre, mais il s'est débarrassé du haricot. Et donc, maintenant, Jacques se morfond avec sa mère dans sa ferme. Il n'y a plus de vaches, il n'y a plus rien. Il est assis sur un sac de pièces d'or. Il joue avec une harpe en or et il y a une oie dans la cour qui pond des œufs en or. Voilà. Alors, je vous ai dit que le haricot était un légume vert. Et voici un féculent. Alors, petite devinette, la différence entre le féculent, c'est-à-dire la pomme de terre que je tiens dans la main, et le légume vert. C'est très simple. À la cuisson, le légume vert perd son eau, le féculent absorbe l'eau. Maintenant, je vous laisse avec Katia qui, je crois, va vous faire planter des plantes de terre de bruyère. Salut! Alors Bertrand, donc ce soir, le thème, c'est la terre de bruyère et tout ce que l'on peut planter dans la terre de bruyère. Alors la première question, évidemment, quelle est la particularité de la terre de bruyère? Alors la terre de bruyère, j'en ai apporté un sac qui est ici. Un joli sac rose, il est venu avec son sac rose. Voilà, il est pas en bandoulière celui-là. Comment je veux dire, la terre de bruyère, alors c'est une terre qui vient de la décomposition évidemment de la bruyère, comme son nom l'indique, mais pas seulement, il y a aussi de la fougère. Il y a des feuilles de bouleau, enfin tout un tas de gros éléments. Il y a même de l'écorce d'arbres décomposés. Donc ça fait une terre qui est très acide et donc qui va recevoir des plantes qui aiment les terrains acides, parce que tu sais que chez les plantes, il y a les plantes qui aiment le calcaire, les plantes qui aiment la neutralité et les plantes qui aiment les terrains acides. Alors pour les personnes qui ne savent pas trop quoi planter chez eux, c'est toujours sympa de faire des petits tests. Tu as ça en jardinerie. Tu prélèves un petit peu de terre dans ton jardin, tu la mets en suspension dans l'eau, et comme on fait une recherche d'albumine, toi tu fais ta recherche avec ta terre, et alors ça t'indique une petite couleur qui t'indique le pH en fait de ton sol, et donc tu sais quoi planter chez toi. Donc c'est très très sympa comme truc. Alors ça veut dire qu'il y a différents. Alors le pH du sol, comment tu le définis toi? Alors le pH du sol, en fait, tu as ça aussi dans les savons, dans les crèmes pour le visage, pour tout, tu as un pH. Le pH, en fait, c'est le potentiel d'hydrogène. C'est l'hydrogène libre dans l'eau du sol. Donc c'est une échelle qui va de 1 à 14. Alors tu imagines que 1, ça serait vraiment très acide, ça serait un verre de vinaigre. 14, ça serait carrément un bloc de craie. Et entre deux, tu as le chiffre 7, c'est neutre. Donc le chiffre 7, c'est une terre neutre, c'est une terre qui va accueillir, par exemple, des rosiers, tu vois. Et tout ce qui est en dessous de 7 va accueillir des plantes de terre de bruyère dont on va parler aujourd'hui, et tout ce qui est au-dessus va accueillir plutôt des végétaux que tu vois en ville, c'est-à-dire qu'ils vont supporter un petit peu de calcaire dans le sol.
Donc la terre de bruyère a besoin d'un pH plutôt acide. Plutôt acide, oui. Ce qu'on plante dans la terre de bruyère a besoin d'un pH plutôt acide. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on peut planter dans la terre de bruyère? Alors beaucoup de choses. Alors et c'est ce que je vois parce que t'es pas venu tout seul ce soir. Non. Alors dans les petites plantes déjà, la bruyère. La bruyère qui est là devant toi avec ses petites fleurs roses, alors qui elle va plutôt être mis en début de massif, qui va pouvoir te garnir le pied d'un arbre, qui va d'ailleurs très bien habiller le pied des bouleaux, parce que les bouleaux sont des arbres, j'ai pas pu en apporter là, mais qui adorent les terrains acides. Tu aurais pu faire un effort, Bertrand. Je veux pas dire, mais tu aurais pu nous apporter un boulot. C'est vrai. Donc la bruyère, qui peut t'apporter des tons rouges, des tons roses et des tons blancs. Donc sur les terres acides, ça te fait une plante couvre-sol. Tu peux évidemment après la floraison ne pas hésiter à lui mettre un petit coup de cisaille de façon à bien la retailler. Elle va repousser, ça repousse assez facilement. À côté, tu as les fougères. Alors les fougères que moi je trouve que c'est des plantes super sympas. Voilà, je la bouge un petit peu à chaque fois. Voilà. Les fougères qui sont des plantes super sympas, qui étaient fossilisées, des plantes qui étaient là déjà au temps des dinosaures, qui sont des plantes très très âgées et qui ne fonctionnent pas comme les autres plantes, c'est-à-dire qu'elles ne font pas de fleurs et de graines, elles font des spores, tout simplement. Donc les feuilles ne sont pas des feuilles mais des frondes. En dessous, tu as des petits spores orange qui vont se diffuser sur le sol et grâce à l'humidité, tu auras une germination de fougères. Donc la fougère, c'est pareil. Alors tu en as plusieurs tailles. Tu as des fougères royales qui montent très très haut. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Ça pousse très très bien la fougère et partout en plus. Et en plus, oui. Et alors tu peux les utiliser contre les chenilles au jardin. C'est-à-dire que par exemple, les gens qui plantent des choux et qui ont des problèmes avec la pyrite du chou, coupent des frondes de fougères et font tout un petit tapis de fougères au pied des choux. Ça évite que la chenille ne vienne, quoi. Savez-vous planter les choux avec la fougère et non avec sur le pont d'Avignon? C'est une plante qui est très intéressante. Et d'ailleurs, il y a même des oreillers en fougère. On fait tout un tas de choses avec les fougères. Des oreillers en fougère? Ah oui, avec de la fougère dedans. De toute façon, tout a été essayé et il y a des oreillers en fougère. Comme il y a des oreillers de plumes ou autres. D'accord, oui, c'est d'une logique absolument implacable, Bertrand. Ah oui, mais tu verras. En fougère. Quand un jour on fera des choses sur les légendes, mais en fait les gens ont tout essayé, jusqu'à. Alors ça, c'est bien souvent c'est dans les pays de l'Est où ils ont testé tout ce genre de choses. Ils ont même été jusqu'à tester, par exemple, parce que ça me vient à l'idée, les enfants qui faisaient des cauchemars, ils mettaient des fleurs de pivoine sous les oreillers ou dans l'oreiller pour essayer d'arrêter les cauchemars. Il y a tout un tas de choses comme ça. Et donc voilà, pour que les enfants dorment bien, ils leur faisaient des oreillers de fougère. Sur le côté ici là, alors j'ai l'andromède du Japon. Regarde si elle est belle cette plante qui s'appelle le pieris. Le pieris qu'on appelle l'andromède du Japon. Alors qui va faire des magnifiques clochettes de fleurs blanches. Alors il y a du rose aussi, il y a plusieurs tons, qui adorent aussi les plantes de terre de bruyère, qui adorent la terre de bruyère, pardon. Donc là, elle n'est pas encore fleurie par contre, cette plante, ce qui veut dire qu'elle va fleurir un petit peu plus tard. Tu parles de fleurs blanches. Alors dans les végétaux de terre de bruyère, tu as beaucoup de végétaux qui fleurissent, qu'on dit précoces, c'est-à-dire qui fleurissent très tôt dans l'hiver, ou qui vont même te faire des fleurs en plein hiver. Donc c'est extra, quoi. Là, il y a le camélia, on en parlera tout à l'heure, mais lui fait carrément des fleurs en plein hiver. Donc le pieris andromède du Japon. Alors au fur et à mesure qu'il va pousser, il va te faire deux couleurs de feuillage, c'est-à-dire que un petit peu comme le photinia, tous les bouts de branches vont légèrement devenir rouges. Alors que tout le bas va rester vert. Tu en as aussi qui font des feuilles jaunes et vertes. Tu as deux ou trois couleurs de feuillage sur ce genre de végétal qui est très très sympa. À côté évidemment, tu as le rhododendron. Qui lui est ça c'est un grand classique ça. Voilà. Le rhododendron qui d'ailleurs fait des fleurs absolument sublimes. Oui, de toutes les couleurs. Ah, de toutes les couleurs, oui. Et donc il y a une légende sur le rhododendron, tu vas adorer, parce que figure-toi qu'il existe un rhododendron mais sauvage qu'on appelle le rhododendron ponticum. Et les abeilles adorent venir butiner dessus quand il est en fleurs. Seulement il donne un miel hallucinogène. Voilà. Donc il y a une histoire où il y a un bataillon de l'armée grecque qui s'est arrêté à un endroit où il y avait une forêt de rhododendrons. Évidemment, ils ont trouvé du miel, tout contents. Tous les soldats se sont mis à manger du miel. Et je te raconte pas. Toute la nuit. C'était un drôle de bivouac pendant la nuit dans le camp. Parce que c'est naturel, ça. On sait d'où ça vient. Et donc les apiculteurs font très attention à ça, à ne pas avoir de rhododendron autour de leur ruche, pour pas donner pour pas faire de miel hallucinogène, quoi. Ça serait un petit peu trop. C'est rigolo comme histoire, ça. Alors qu'avons-nous d'autre pour les terres de bruyère? Alors le petit pin, je vais le mettre sur la table. Voilà. Oh, il est mignon, le petit pin. Parce qu'il faut se dire une chose aussi, c'est que les conifères adorent les terrains acides.
Donc on peut tout à fait dans les massifs de plantes de terre de bruyère, eh bien planter des petits camessiparis, on peut planter du pin, enfin tout un tas, tous les conifères en fait, on peut les placer dans la terre de bruyère. Tout ce dont tu nous parles là actuellement, c'est des plantes que l'on peut planter maintenant en hiver. Ah, tout de suite, c'est même conseillé. Parce qu'on est presque en hiver quand même, malheureusement. Oui, alors c'est une super question. Pourquoi ? Parce que faut évidemment au jardin, si jamais tu n'as pas de terre de bruyère naturelle, il va falloir l'apporter. Et donc, faut faire quand même des petites fosses. Alors, tu creuses sur au moins 40-50 cm ton terrain. Et au fond, tu vas mettre de la moquette et surtout sur les côtés. Je vais t'expliquer pourquoi. Ça fait simplement un rempart pour l'eau qui arrive avec le calcaire. C'est pour éviter que le calcaire n'atteigne les racines. Alors je vais t'expliquer comment ça fonctionne, pourquoi le bout de moquette faut le mettre à la verticale. Parce que tout simplement l'eau arrive avec le calcaire et dès qu'elle rencontre ton petit bout de moquette que tu as mis à la verticale le long de ton massif, eh bien l'eau suit le bout de moquette et part dans le sol et ne va pas sur les racines des plantes. Donc tu peux protéger toutes tes plantes de terre de bruyère simplement en mettant des petits bouts de moquette dans la terre à la verticale. C'est très efficace. J'adore quand tu nous donnes des astuces comme ça. Oui, mais ça marche très bien. C'est super facile à réaliser. On dévie l'eau, en fait, c'est tout ce qu'on fait. D'accord. Voilà, oui. Donc les conifères, bien évidemment, on peut les planter dans la terre de bruyère. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Eh bien, le camélia qui est ici. Il est beau, alors, oui, il est beau. Alors là, ça c'est un camélia dans la série des Sasanquois. Parce que tu as deux sortes de camélias, enfin je schématise, tu as les camélias du Japon qui sont un petit peu plus raffinés, qui peuvent craindre les gelées, et le camélia sasanquois qui lui va carrément supporter d'être taillé, qui va faire des fleurs en abondance. Tu peux même en faire des haies, donc c'est un végétal qui est très très robuste. Alors, le camélia de Chine donne le thé, ça on le sait pas toujours, qu'en fait le théier c'est un camélia. Voilà. Mais alors, vu qu'il n'est pas très intéressant, il fait des petites fleurs blanches insignifiantes. On l'a très peu cultivé. On cultive surtout les camélias à grosses fleurs. Et alors, le conseil de jardinier, tu vois là, les boutons floraux sont prêts alors que nous sommes en début d'hiver. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont formés pendant l'été. Donc quand tu as des camélias ou des rhododendrons, des plantes de terre de bruyère au jardin, tu les suis pendant l'été, surtout tu ne les lâches pas à l'arrosage, parce que c'est pendant l'été qu'ils vont former leurs boutons floraux pour faire des fleurs pendant l'hiver ou au printemps suivant. Donc il faut bien continuer à les arroser pendant l'été. Quand tu dis tu ne les lâches pas à l'arrosage, faut pas les lâcher. C'est ça, tu ne lâches pas le tuyau d'arrosage. Tu tiens le tuyau. Et alors évidemment tu les arroses avec de l'eau non calcaire, parce que faut éviter. Quand tu n'as pas autre chose, tu arroses avec l'eau du robinet. Mais quand tu as de l'eau de pluie ou de l'eau non calcaire dans les puits par exemple, surtout tu utilises cette eau-là parce que le calcaire fait énormément de mal aux plantes de terre de bruyère, ça fait même jaunir un petit peu le feuillage. D'accord. Bertrand, si tu veux bien, on va passer parce que alors du coup, je vous avais dit, n'hésitez pas à écrire à Bertrand pour lui poser des questions. Donc forcément, on reçoit du courrier. Donc il faut qu'on réponde à ce courrier. Alors j'ai notamment, c'est Albert qui possède une maison avec une pelouse, certes, à 700 mètres carrés. Et en fait, il nous dit que son gazon est envahi de petits escargots et autres limaces en forme de coquillages. Et forcément, il veut savoir comment s'en débarrasser et avec quel produit. Oui, alors on sait que il y avait une matière active qu'on appelait qu'on appelle toujours le métaldéhyde, ce qu'on appelle l'anti-limace que les gens épandaient un petit peu partout. On sait aujourd'hui qu'en fait ça crée beaucoup de dégâts. Pourquoi ? Parce que les limaces et les escargots mangent le produit, puis ensuite les oiseaux mangent la limace ou mangent l'escargot et meurent à leur tour. Donc le métaldéhyde, on évite d'en mettre beaucoup au jardin. Alors il peut utiliser des pièges, c'est-à-dire faire des petites soucoupes à la bière. Les escargots. Des petites soucoupes à la bière, c'est-à-dire il achète une mauvaise bière et il met un petit peu de bière dans des soucoupes, il place ça dans son jardin et donc la bière va attirer les mollusques. Et puis alors ça vaudrait le coup de filmer parce que l'agonie d'une limace dans la bière, ça doit pas être très sympathique. Mais on sait que ça fonctionne. Donc c'est un peu de la torture, mais c'est monstrueux là. Voilà, ça piège les limaces et les escargots. Et puis sinon, ce qu'il peut faire aussi, vu qu'il habite au bord de la mer, c'est qu'il peut planter des asperges. Et l'asperge fait un feuillage qui est très vaporeux, un très joli feuillage. Et pendant l'été, tous les animaux de petite taille viennent dans le feuillage de l'asperge, notamment les petits escargots et les petites limaces. Et donc après, il a simplement besoin que de couper les branches d'asperges, qui sont pleines d'escargots, puis les met à la poubelle, quoi. Faut essayer d'utiliser tout un tas de techniques. Et puis sinon, il y a la boîte de conserve qui marche très très bien. Il prend une boîte de conserve, il la met au pied de sa haie, et pendant la nuit, vu que c'est frais et que la ferraille de la boîte de conserve est très lisse, au petit matin, toutes les limaces et les escargots sont dans la boîte de conserve. Il a juste à prendre la boîte de conserve et à la mettre à la poubelle. Voilà. D'accord.
D'accord. Merci Bertrand. Merci pour toutes tes astuces. Merci d'être venu accompagner aussi joliment avec toutes ces fleurs. Et puis on se retrouve Salut Katia. On se retrouve la semaine prochaine. Tu veux bien? Avec plaisir. Oui, oui.